Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. L'actualité de cette semaine, eh bien, ça serait l'arrivée du 340 en Ukraine. Alors pas l'Airbus A340, le Saab 340, call-sign pour les Suédois, Argus. Alors cet Argus, qu'est-ce que c'est? C'est un avion de AEWC, Airborne Early Warning, donc ça te permet d'avoir des informations en amont tout en étant en l'air, et contrôle, donc c'est un guet aérien qui va vous permettre de contrôler à la fois de la défense aérienne et des chasseurs, de les coordonner tout en profitant de la vision avec votre radar. Et le radar qu'il utilise, c'est un radar non pas comme sur les AWACS français que l'on connaît, qui est un radar qui tourne comme ça, c'est un radar qui est fixe et qui va utiliser ce qu'on appelle une antenne active pour voir autour de lui et pour pouvoir suivre différentes cibles, petites comme des missiles ou des drones, ou plus grosses comme un chasseur ou un avion de transport, jusqu'à, d'après les sources ouvertes, 400-450 km, si lui-même est au niveau 200, donc est à environ 6000 mètres. Maintenant, s'il est obligé de voler plus bas, il verra un petit peu moins loin, mais c'est radar actif pour avoir travaillé sur Rafale. C'est vraiment ce qu'on appelle un gros changement sur votre conscience de la situation. Et s'il y a bien une chose qui est importante sur un champ de bataille, c'est cette fameuse conscience de la situation, la SC, comme on dit dans l'OTAN, la Situation Awareness, qui est absolument indispensable pour prendre les bonnes décisions. Et je vous explique tout ça juste après le jingle. Alors le Saab 340, c'est pas tout neuf. Comme vous pouvez le voir, ça vient d'une cellule d'avion initialement. Ils ont rajouté dessus cette excroissance qui est son radar et ça a été acheté par les Suédois. Dans un premier temps, il y en a 6 qui ont été achetés, 4 avec cette antenne active et 2 pour faire du transport. Ça a été retiré du service car c'est maintenant remplacé par un jet, par le GlobalEye qui se vend d'ailleurs très bien. Petit avion qui vous permet d'avoir de très bonnes performances et de monter plus haut, de voler plus longtemps. Le Saab 340, de son côté, il a été promis le 29 mai 2024, il y a environ un an, à l'Ukraine, non pas une, mais 2 unités, ce qui est une bonne chose, car un seul avion, c'est bien mais pas top. 2, ça vous permet de gérer votre flotte et si besoin, eh bien, de l'utiliser. On va revoir pour quel type de mission. On est sur un avion qui pèse à peu près 10 tonnes à vide. Il y a pas mal de matos électroniques, c'est de la même masse qu'un Rafale à vide. De l'ordre de 13-14 tonnes à la masse max, forcément, vous n'êtes pas là pour faire camion à bombe, vous êtes là pour prendre du pétrole. Il a 2 fois 1900 chevaux, donc on est sur de la petite motorisation. Il est vendu pour pouvoir monter jusqu'au niveau 250, même si, pour l'instant, d'après ce que l'on voit sur Flight Radar, il reste au niveau 100 ou il monte au niveau 130. On va en reparler. Le Erieye, son système radar, ça date de 96. Ça a été mis à jour avec une version ER plus moderne et ça fonctionne apparemment plutôt très bien. Petit souci quand même, ce qui va expliquer les trajectoires. Au niveau de la détection, et c'est de la source ouverte, vous pouvez très bien voir de 150 degrés de chaque côté, vous avez plus de mal devant. Alors il semblerait qu'il arrive à détecter devant, derrière quand même, mais il ne pourra pas traquer, suivre une cible si elle est devant ou derrière. Il faut donc une coordination entre la tranche arrière et les pilotes qui sont devant, de manière à gérer votre trajectoire, de manière à faciliter le travail des radaristes qui sont derrière. Alors je dis radaristes, mais en fait ce n'est pas vraiment des radaristes, mais plutôt des spécialistes tactiques et également des spécialistes de l'interception, si c'est la mission qu'ils doivent faire. Alors il faut savoir quand même que former des pilotes devant, mais surtout la partie à l'arrière, eh bien ça prend du temps, ça va prendre plusieurs années. Et on en avait parlé sur cette chaîne, quand les A-50 russes s'étaient fait abattre, quand vous perdez un avion comme ça de guet aérien, non seulement vous perdez la machine, il n'y a pas de siège éjectable, vous perdez l'équipage et vous perdez l'expertise, expertise qui prend du temps à développer et à acquérir. Encore une fois, quand vous avez une nouvelle capacité, et là c'est une nouvelle capacité qui arrive sur le territoire ukrainien, ce qui prend plus de temps, c'est développer les compétences RH. C'est pas tout d'avoir une super machine, il faut l'expertise pour bien l'exploiter. Alors comme l'annonce a été faite il y a un an, plus que probable que des équipages, plusieurs équipages ukrainiens ont été formés, ont été transformés. S'ils ont commencé la transformation il y a plus d'un an, ils devraient avoir un niveau qui leur permet de faire des missions simples, sans aucun souci à l'instant T. Pour ce qui est du pilotage du Saab 340, il n'y a pas de quoi écrire à la famille, on est sur un pilotage assez simple, rien à voir avec des missions de combat avec un avion de chasse. Piloter ce type d'avion nécessite d'un petit peu comprendre la coordination avec la place arrière, mais sinon vous prenez des anciens pilotes de ligne, vous les transformez sur le Saab 340, ça fera largement le job.
Encore une fois, la plus-value là, c'est à l'arrière, cette capacité à gérer la situation tactique et à impacter efficacement avec vos postes radio, avec votre liaison de données s'ils en ont, le champ de bataille. Alors, on va essayer de faire une métaphore. Comme je vous l'ai déjà expliqué sur cette chaîne, le champ de bataille, on aime bien parler du brouillard de guerre, mais en fait c'est plutôt la nuit. Le champ de bataille aérien, il fait nuit. Il fait nuit totale, et les avions avancent, et qu'est-ce qu'ils ont pour s'éclairer? Des radars. Et ces radars, c'est le faisceau de lampe torche. Et donc, vous pouvez regarder à un moment, à un endroit, et c'est vous qui allez décider, par exemple avec votre chasseur, est-ce que je veux regarder à plus ou moins 60 degrés? Si je veux regarder à plus ou moins 60 degrés, ça va me prendre quand même un peu de temps, le temps de scanner partout. Si maintenant je me dis, ah, j'ai envie de me focaliser sur cette partie-là, je vais beaucoup mieux voir. Donc c'est une gestion de votre maglite, si vous le souhaitez. Quand on a un SAP 340, eh bien là, ils vont avoir capacité à observer un petit peu partout. C'est un peu comme dans le Seigneur des Anneaux. Votre objectif va tout simplement dépendre de votre mission. Et là, ce que je vois personnellement pour l'Ukraine, ça serait 3 gros types de missions. La première mission, ça serait d'accompagner un package offensif. Je m'explique. Vous avez des Sukhoi 25, vous avez du Sukhoi 24, vous avez du F-16, vous avez du Mirage 2000, qui a pour objectif d'aller tirer des bombes, d'avoir un effet militaire du côté de la ligne de front. Pour les protéger, vous allez envoyer également du F-16 ou du 2000 en protection aérienne. Et maintenant, tout cet ensemble, ce paquet, vous l'envoyez dans une temporalité coordonnée. Et vous le faites accompagner par ce SAP 340, de manière à ce que, tout en restant à l'arrière, il puisse s'assurer qu'il n'y ait pas d'embuscade, qu'il n'y ait pas de missiles qui vous montent dessus. Et comme ça, ça permet de mieux voir. En français en texte, vous arrivez avec le gros projecteur, vous éclairez la zone, c'est bon les gars, allez-y, traversez la rue, il n'y a personne qui va vous tirer dessus. L'objectif, c'est ça. Si vous voyez qu'il y a de l'adversaire, on attend. Avec un peu de chance, l'adversaire n'a plus de pétrole, obligé de faire demi-tour, on y va à ce moment-là. Ça, c'est la notion de package. Vous faites partie d'un dispositif, vous allez faire une action à un moment donné. L'autre possibilité, c'est faire de la surveillance. On a 2 avions, on essaye de se relayer, et sur certains créneaux horaires, on va essayer de voir si on voit arriver des choses. Et l'autre point, on a, toujours important, du renseignement, et donc on a nos avions qui sont prêts à décoller en alerte. Ils sont prêts à décoller en alerte, on apprend par exemple qu'il y a des bombardiers ennemis qui ont décollé, on s'attend à voir un raid avec du missile de croisière, avec du drone qui arrive sur notre territoire, on fait décoller cet avion qui a environ 5 heures d'autonomie, et ensuite derrière, il va pouvoir coordonner de manière la plus optimale possible nos moyens à disposition, moyens au sol, Mirage 2000, F-16, du MiG, pour même, on a vu du Yak-52, pour essayer d'intercepter et de freiner les offensives des missiles adverses, tout simplement. Donc 3 grosses notions, package offensif, surveillance plutôt passive, ou alors on décolle pour faire de la coordination de protection de l'espace aérien suite à du renseignement, suite à une attaque. Maintenant, à l'heure actuelle, sur Flight Radar, on voit ce call sign Welcome qui se balade, et voilà, ça fait 3 ans qu'on en parle, mais on est dans une guerre où généralement les gens préfèrent faire de la com que faire de la guerre efficacement. Et je dis pas ça méchamment, c'est des choix, et il faut pas oublier quand on observe tout ça que l'on ne dispose pas de toutes les informations. Et que d'ailleurs, dans toutes les informations que l'on traite, si on a 70% de la vérité, c'est une excellente chose. N'oubliez pas, quand vous allez regarder les informations, quand vous regardez par exemple des médias, je peux vous en parler en ce moment, il y a pas mal de sujets que je connais assez bien qui sont évoqués. Si vous avez 40 à 50% des informations, c'est déjà très bien. Or, pour vraiment bien comprendre une situation et se former une opinion, on se rend vite compte à regarder les sujets que vous maîtrisez que ça peut poser des soucis. Donc il faut accepter qu'à l'heure actuelle, il y a une guerre de la communication qui a toujours existé au combat et que nous n'avons pas à tout savoir. C'est comme les négociations pour la paix. Nous n'avons pas la full essai. Pourquoi? Eh bien parce qu'on n'a pas un SAP 340 avec le radar actif derrière nous pour nous éclairer, nous permettre d'y voir clair partout. Et c'est ça l'objectif du SAP 340, c'est donner aux pilotes cette source d'informations sûre qu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas. Et pour avoir travaillé dans des packages aériens avec et sans avion radar, oui, il y a une différence si, et seulement si, la personne dans l'avion radar est professionnelle et efficace. Sinon, si vous disposez d'avions modernes, comme par exemple le Rafale, on en est arrivé des fois, et je dis ça gentiment vis-à-vis de Magic, à briefer, et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un collègue qui est de retour dans l'armée de l'air, what if Magic ne vient pas, tant mieux. Pourquoi? Parce que si vous avez un avion de contrôle qui voit moins bien
ou qui a du délai par rapport aux informations dont vous disposez, des fois, avec une bonne équipe, vous êtes plus efficace. Alors là, je suis en train d'aller un petit peu loin, mais c'est pour vous montrer que tout système a des points forts et des points faibles, et que souvent, ça dépend du niveau de compétence de la personne derrière le micro. Et ça, c'est pas en regardant des slides, c'est pas en regardant ce genre d'informations, ou même ces trajectoires en vol que nous partage Flight Radar, qu'on sera à même de savoir. Ce que l'on sait, c'est que plus l'avion vole, plus ses équipages montent en compétences. Et là, on adore les mathématiques dans l'aviation. Moi, j'aime bien les missiles également. Ce que je vais vous faire, c'est vous faire un petit peu de mathématiques pour que vous compreniez à quoi pense l'équipage du Saab 340 quand il est en vol au-dessus de l'Ukraine. C'est la minute mathématique. Alors, comme vous le savez sûrement, les Russes disposent de missiles à très longue portée, notamment le R-37. Le R-37, c'est le missile tueur, normalement, d'avions radar. Alors, sur le papier, ils le vendent à 300-400 km. Mais là, on va faire un peu de mathématiques. Vous avez d'un côté votre avion radar qui est aux alentours des 10 000 pieds à 200 nœuds. Ça veut donc dire qu'il fait 100 mètres par seconde. De l'autre côté, vous avez par exemple un MiG qui va tirer un gros missile, un R-37. Alors déjà, la question se pose, est-ce que l'avion radar va pouvoir le voir au radar? Je ne sais pas, c'est pas disponible en source ouverte, j'ai jamais fait de Saab 340. Mais c'est une question à se poser. Ils vont vite comprendre de toute façon. Ensuite, un peu de géométrie. D'un côté, j'ai mon avion qui fait du 100 mètres par seconde. De l'autre, on va dire que mon missile, sur 300 km, fait du 1 km par seconde, environ Mach 3. Pour couvrir la distance de 300 km, il va lui falloir 300 secondes, 5 minutes. Maintenant, à 100 mètres par seconde, mon avion radar, lui, il va se déplacer de 50 km. Donc s'il se rapproche du tireur, 300 km au moment du tir, 250 km au moment de l'interception. Maintenant, s'il a évolué, s'il a changé de trajectoire, eh bien, ça peut faire trash, ça peut faire louper au R-37 sa cible. Pourquoi est-ce que notre avion radar change de trajectoire? Parce qu'il a conscience du missile, parce qu'il a conscience de l'avion tireur, ou également parce qu'il a calculé ses hippodromes, il a calculé ses zones. Là, on voit qu'ils font des branches de 7 à 10 minutes de l'ordre de 80 km pour se prémunir de la menace. Et donc, l'équipage du Saab 340 va devoir réfléchir en permanence entre sa trajectoire de manière à optimiser la capacité de son projecteur à surveiller la ligne de front, tout en s'assurant de ne pas venir rentrer dans la zone d'engagement d'un système solaire comme S300, S400 ou alors d'un R-37 ou pourquoi pas d'un AA-12. Maintenant, si notre Saab il détecte qu'un missile lui vient dessus, comme on a vu s'il est à plusieurs centaines de kilomètres, il a quelques minutes devant lui, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a de grandes chances qu'il fasse demi-tour et surtout qu'il descende le plus possible. Pourquoi descendre le plus possible et pourquoi est-ce qu'actuellement ils sont au niveau 100 alors qu'ils pourraient monter au 200 ou 250? Pour une raison très simple. Ces petits bestiaux, ils n'aiment pas le frottement. Une fois que le missile a accéléré, souvent ils accélèrent, ils montent, ils avancent. Ils vont essayer d'aller là où il y a moins d'air. Plus vous montez en altitude, moins l'air est dense, moins il y a de particules d'air, moins il y a de résistance à l'avancement. Et donc, un missile va essayer de monter, accélérer comme ça, essayer de se satelliser d'une certaine manière, il va monter très haut, et après il va retomber. Sauf que quand il retombe, j'arrive comme ça vers le bas, si j'ai mon avion qui était au niveau 100, eh bien à 3000 mètres d'altitude, pouf, j'ai l'impact. Si maintenant mon avion il a fait demi-tour, et on a vu, il a pu faire 50 bornes de plus, il est descendu, eh bien pour venir chercher mon avion, mon missile il va rentrer dans les basses couches de l'atmosphère qui sont quasi exponentiellement, j'insiste, c'est un peu too much exponentiel, mais vous avez l'idée, qui sont immensément plus denses que les hautes couches de l'atmosphère, et donc ça va freiner mon missile. Et si mon missile est trop freiné, il ne peut plus avancer, ou il est plus manœuvrant, et à la moindre petite menace ou mouvement de mon Saab, eh bien je l'évite. Autre possibilité, c'est tout ce qui est guerre électronique, mais si vous voulez vraiment dormir tranquille, il vaut mieux manœuvrer. La guerre électronique, c'est très bien, mais on est plus tranquille si d'un point de vue géométrique, déjà, le missile ne peut pas vous abattre. Je vous rappelle qu'ils ont 2 Saab, il va falloir les préserver. Maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un point de vue communication, je comprends ces annonces. D'un point de vue tactique, en plus, mettre le transpondeur allumé et permettre à tout le monde de voir où c'est, il y a 2 théories possibles. La première, c'est du spoofing, c'est tout faux, pour amener les Russes peut-être à gâcher des missiles dans la zone. Mais j'ai envie de vous dire, c'est une hypothèse, j'y crois pas plus que ça. L'autre possibilité, effectivement,
Ils le font pour des raisons de morale. Maintenant, la problématique, c'est quoi? Ça risque d'attirer les missiles de croisière, ça risque d'attirer des frappes sur les aérodromes du côté d'Elviv. Donc maintenant, les Russes disposent de systèmes satellitaires. En ce moment, la météo est quand même plutôt favorable à faire de l'observation satellitaire. On va voir si les Russes ont des capacités, ce qu'on appelle de targeting, entre le moment où ils ont l'information de où se trouve le SAB et le moment où ils le traitent. Mais encore une fois, normalement, les Ukrainiens ont eu plus d'1 an pour réfléchir à comment camoufler leur SAB 340, comment le protéger d'éventuelles attaques. Pourquoi est-ce que c'est important ce sujet? Parce que comme vous le savez, tous ces avions très importants, leur talon d'Achille, c'est quand ils sont au sol. Et l'histoire nous le montre, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne, on a donné des exemples dans le livre Au-delà de l'Ukraine, mais le SAB 340 qui a été perdu au combat, il a été perdu au sol par les Pakistanais, par une pénétration d'adversaires au niveau de la base, qui ont détruit le SAB 340. Donc c'est souvent pas en l'air que vos avions sont les plus à risque, mais au sol, encore plus dans l'ère des drones dans laquelle nous sommes rentrés de plein fouet. Allez, on arrête là. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur le SAB 340. Si vous vous intéressez à l'aviation et à la culture de la sécurité, on a un nouveau livre qui est disponible sur debrief.org. Et merci à tous ceux qui ont précommandé. On vous offre un petit patch FlySafe avec. Si vous êtes pressé, vous habitez à l'étranger, vous pouvez le commander sur Amazon, mais il sera pas dédicacé. Et dans tous les cas, je vous dis à très vite. Pourquoi pas sur Bassin d'Arcachon? On va lancer des formations et des stages en juin, juillet et août pour voler avec vous sur du baptême, vol tout seul, baptême, vol en patrouille, mais également faire des stages. Le concept est très simple. On a envie de créer le Top Gun de l'aviation légère. On reviendra dessus plus en détail. Et pour ça, on va utiliser le meilleur des pratiques de l'aviation de ligne, le meilleur des pratiques de l'aviation de chasse, nos simulateurs et soit votre avion, soit nos ULM. Mais on en reparlera. À très vite sur la chaîne et fly safe.